Bonjour, bienvenue à votre revue de presse quotidienne. Je suis le Marc Laurando du YouTube. Alors aujourd'hui, encore beaucoup de nouvelles. Ben, ça parle encore beaucoup de tramway, évidemment. Il y a un éditorial dans le Soleil de Monsieur Bourque qui titre Tramway, le jour de la marmotte. Bon, c'est un très long texte, ben, très long, relativement long texte où il explique que c'est un vrai fiasco, cette histoire de tramway-là. Et il termine en disant que euh, on reconnaît là la signature de la CAQ, son manque de rigueur, de cohérence, de vision à long terme, de fiabilité et de courage, la signature d'un gouvernement qui entrera dans les livres d'histoire de Québec en lettres minuscules avec un renvoi en bas de page qui dira Attention, le danger croît avec l'usage. Il va pas avec le dos de la cuillère, mais c'est vrai que ce qu'il raconte là-dedans, c'est un peu classique. Hein? C'est pour ça que les choses avancent pas, on dirait. On pense seulement à la prochaine élection, puis c'est ça que la CAQ fait. Plutôt que d'avoir une vision à long terme qui n'est pas vraiment payante électoralement, ben on pense à la prochaine élection, puis on fait des moves de marde comme ça. D'ailleurs, la une du Journal de Québec, c'est quand même quelque chose. La une d'hier, c'était elle est divisée en trois. En haut, c'est le tramway Legault dit non, plan B de Marchand, le projet confié à la caisse de dépôt. Et l'autre deux tiers de la page, c'est une pub de char. Le fameux WA de Hyundai, là, le fameux WA qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est une qui parle beaucoup. Je ne sais pas si les gens du Journal de Québec se rendent compte que ça n'a pas d'allure, ce genre de une-là, où ils se disent, ben oui, Hyundai a payé, on va mettre ça en la une. Sinon, Radio-Canada nous rapporte qu'il y a une enseignante qui aurait été victime du jeu de la virgule. Ça a l'air, c'est une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Et moi, je me demande toujours à quel point c'est vraiment des phénomènes quand les médias nous parlent de ça, parce qu'on en parlait au souper avec mes ados, puis ils trouvaient ça bien ridicule que les médias disent que c'est un phénomène du web. Là. On parle quand même d'un cas dans une école, d'une enseignante qui a été victime de ce jeu-là. Le jeu qui consiste à sacrer une claque dans le derrière de la tête d'une personne, puis de filmer ça pour voir comment cette personne-là réagit. Mais bon, je ne sais pas à quel point c'est un phénomène. Puis des fois, ça devient un phénomène parce que les médias en parlent, mais dans le fond, c'est une anecdote qui est montée en épingle. À suivre, il y a Raphaël Germain dans la presse, son billet de la semaine, ça s'intitule La fabrication de la colère. Euh, Elle raconte là-dedans qu'elle commence souvent ses journées en crise en lisant des chroniques, des éditoriaux, des textes. Puis elle est consciente qu'il y a des gens qui écrivent, qui publient des trucs justement pour mettre le monde en crise. Puis moi, c'est ce que je réfère souvent à l'industrie de l'indignation. C'est parce que c'est payant de faire ça. C'est tout simplement ça. C'est ça qui attire de l'attention, c'est ça qui attire des clics. Fait que tous les chroniqueurs là, qui vargent sur les immigrants, les jeunes, etc., ben, ils le font parce que ça leur donne de la visibilité, autant des gens qui sont contre que les gens qui sont pour. Et effectivement, il y a beaucoup de monde qui se lève en colère à cause de ça. Puis imaginez les gens qui écoutent euh, certaines radios, certains chroniqueurs dont le seul but c'est de mettre le feu à l'opinion publique, écoutent ça tous les matins, ils ne doivent pas avoir une très belle journée. Nathalie Collard, aussi dans la presse, pose une question. À quoi ça sert l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, parce qu'il qui est dans l'eau chaude depuis quelques jours à cause des révélations du Journal de Montréal, entre autres des parties d'huîtres à Paris pour 350$ aux frais des contribuables. Toujours c'est pas la meilleure chose à dire que on est allé faire un party d'huîtres à Paris avec vos taxes. Ça sonne pas très bien. Mais bon, à quoi ça sert l'OCPM? Ben, ça sert pas à grand-chose à ce qu'on comprend. Hein. Ils consultent les Montréalais, ils présentent les résultats de ces consultations-là à la ville, puis la ville ben, décide d'en tenir compte ou pas. La plupart du temps, ils n'en tiennent pas compte. Il y a la prof du département
d'études urbaines pour le département de la stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM, Daniel Pilette, a dit une ancienne commissaire de l'OCPM a déjà dit l'Office, c'est un organisme de grogne populaire. Les gens viennent se défouler et poser des questions et nous, on fait un grand rapport avec ça. Un grand rapport qui est souvent mis de côté. Donc, oui, la consultation publique, il faut en faire, c'est important, mais si ça sert à rien, c'est juste... c'est ça, c'est juste pour avoir l'air bon, avoir l'air à l'écoute des citoyens, mais c'est un peu de la boîte. Toujours dans la presse, soupçon de transactions financières illégales, enquête criminelle du FBI sur MindGeek. MindGeek, c'est un de nos fleurons montréalais. On s'en vante pas souvent, mais c'est la compagnie derrière Pornhub et toutes sortes d'autres sites de porn qui est encore dans l'eau chaude suite à une histoire de vidéos de viol qui aurait été publiée sur leur site, probablement. Donc, c'est ça. C'est une des plus grandes compagnies d'ici, mais on n'en parle jamais parce que c'est un petit peu gênant. Dans le Devoir, il y a une lettre ouverte de Francis Dupuis-Déry, professeur à l'UQAM, qui s'interroge sur le coquelicot rouge pour le jour du souvenir. Il parle aussi du coquelicot blanc. Coquelicot rouge qui est plutôt en hommage à nos soldats. Le coquelicot blanc qui est qui veut... qui a été initié par le mouvement Échec à la guerre, donc qui est un mouvement pacifiste. Et bon, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que là, tous les gens tout le monde se sent obligé de porter un coquelicot rouge, un coquelicot blanc. Les députés de QS, par exemple, à l'Assemblée nationale, ont le blanc et le rouge. Et aussi, cette semaine, à l'Assemblée nationale, les députés de la CAQ avaient un nœud papillon pour le mois, je pense que c'est pour sensibilisation au cancer de la prostate. Donc là, on commence à avoir pas mal de symboles. Là. Fait que le coquelicot blanc, rouge et le nœud papillon, tu commences à ressembler un peu à un sapin de Noël. En anglais, la première ministre d'Alberta, Danielle Smith, on apprend qu'elle elle va faire une entrevue avec Tucker Carlson, le fameux animateur de Fox News qui s'est fait sacrer dehors parce qu'il était un peu cave et qu'il avait parlé dans le dos en fait, il disait à la télé qu'il aimait Trump, mais hors d'onde, dans les textos, on a découvert qu'il trouvait un peu cave. Bizarrement, Trump a dit hier qu'il songeait à en faire son colistier à la vice-présidence des États-Unis. Méchant duo. Mais là, donc Danielle Smith va partager la scène avec Tucker Carlson en Alberta. Puis c'est pas vraiment surprenant parce que Danielle Smith est assez saucée elle-même. C'est toute qu'une pistolet. Elle adhérait à plusieurs théories du complot là, pendant la pandémie. Puis ben, les Albertains l'ont élue. Super. Et enfin, petite nouvelle un peu cocasse, mais pas tant que ça. Il y a des batailles. Il y a eu des batailles devant le musée de la tolérance à Los Angeles à la suite de la diffusion d'un film sur le Hamas. Semble-t-il que c'est la comédienne Gad Gallo qui avait organisé cet événement-là. Elle est israélienne. Puis là, bon, ils ont montré des images très violentes et ben, il y a eu de la bataille à l'extérieur du musée de la tolérance. Alors, beaucoup d'intolérance beaucoup d'intolérance au musée de la tolérance. Oui, c'est ça. Alors voilà, je vous invite toujours à vous abonner à l'infolettre aster.ca pour accéder à tous les liens dont je viens de vous parler. Puis je vous souhaite une belle fin de semaine.